Une cargaison d'or en provenance du Burkina Faso, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, a été saisie dans un port européen. Pas de dossier juridique, pas d'accident. C'était de la politique. Sous la pression directe de Washington, les conteneurs n'ont jamais atteint leur destination. Et puis la voix de Trump a retenti tranchante et sans remords. Si l'Afrique veut accéder aux marchés mondiaux, elle doit payer son dû. À Ouagadougou, la nouvelle a frappé comme un séisme pour le président Ibrahim Traoré. Ce n'était pas du commerce, c'était un vol. L'or extrait par son peuple, la richesse même destinée à financer les écoles, les hôpitaux et la sécurité alimentaire avait été transformée en garantie pour des dettes imposées par des puissances extérieures. Les foules ont envahi les rues. La colère s'est propagée plus vite que le feu. Ils volent en plein jour et appellent cela la loi, a crié un homme lors d'un rassemblement. La vérité était indéniable. Si l'or de l'Afrique pouvait être stoppé et saisi, alors c'était la souveraineté elle-même qui était assiégée. Ce fut l'étincelle, une humiliation qui aurait pu briser une nation, mais qui a au contraire poussé Traoré à riposter. Ce qui avait commencé par une simple cargaison confisquée dans un port était sur le point de déclencher une bataille pour le droit de l'Afrique à contrôler son propre avenir. La saisie n'était pas une erreur, c'était une stratégie. À Washington, Trump l'a présentée comme une leçon adressée au Sahel. S'ils veulent bénéficier du commerce mondial, ils doivent honorer leurs dettes. Derrière les caméras, les responsables admettaient la vérité. Tout tournait autour du Fonds monétaire international. Depuis des décennies, les prêts accordés à l'Afrique étaient liés à des conditions rédigées à Washington et à Paris. Le Fonds monétaire international exigeait un remboursement en dollars adossé à des garanties. Mais à mesure que des nations africaines comme le Burkina Faso se tournaient vers de nouveaux partenaires au sein des BRICS et vers l'Inde, l'Occident devenait nerveux. Et si ces prêts n'étaient pas remboursés, et si l'Afrique décidait simplement de s'affranchir de ce système, la réponse de Trump fut brutale. Retenir l'or en poussant l'Europe à saisir la cargaison du Burkina Faso. Washington envoyait un message. Vos ressources sont une garantie. Que vous soyez d'accord ou non, la logique était froide, mais limpide. Si l'Afrique tentait de s'éloigner du Fonds monétaire international, son bien le plus précieux serait gelé avant même de quitter le port de Ouagadougou. La révélation se propagea rapidement. Les ministres informèrent Traoré que l'or avait été classé comme une sûreté contre la dette impayée. Une dette qui, dans bien des cas, avait été héritée de régimes passés ou imposés sous des conditions coloniales. Une dette qui avait déjà épuisé davantage qu'elle n'avait jamais apporté au peuple. C'était l'insulte ultime. Un paysan interrogé à la radio locale a déclaré « Nous n'avons jamais signé ces prêts. Pourquoi notre or devrait-il les rembourser ?» Un enseignant a ajouté « S'il garde notre or, il garde l'avenir de nos enfants. » Traoré s'est tenu devant son gouvernement et a parlé clairement. Il ne s'agit pas de dette, il s'agit de contrôle. S'ils réussissent, l'Afrique ne possédera jamais son avenir. La saisie avait atteint son objectif à Washington, mais en Afrique, elle nourrissait quelque chose de bien plus dangereux. L'unité. Les rues de Ouagadougou ont explosé de colère, pas de confusion de colère. La nouvelle s'est répandue par les radios, les groupes WhatsApp et les haut-parleurs des marchés. L'or n'avait pas été volé par des pirates, ni retardé par des tempêtes. Il avait été saisi délibérément comme garantie pour des dettes liées au Fonds monétaire international. Des mères qui peinaient à acheter du pain ont crié dans les manifestations « À qui est-il ? À nous ou à eux ?» Des jeunes brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Notre or n'est pas votre garantie ». La colère n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de trahison, la prise de conscience que la richesse de l'Afrique était encore considérée comme une propriété rangée dans le coffre-fort de quelqu'un d'autre. À l'intérieur du palais présidentiel, Traoré a réuni ses plus proches conseillers. Certains ont plaidé pour la diplomatie. Nous pouvons négocier la libération, a suggéré un ministre avec nervosité, proposer des échéanciers de remboursement en guise de compromis. Mais d'autres ont secoué la tête. La salle était lourde de silence jusqu'à ce que Traoré se lève. Sa voix était calme mais tranchante. Ils veulent ce que nous nous inclinions. Ils veulent ce que nous payons des dettes que nous n'avons pas choisies, avec de l'or que nous avons extrait avec notre sang. Si nous cédons aujourd'hui, il ne restera rien sur quoi tenir demain. Ces paroles ont traversé l'Assemblée comme une onde. Pour la première fois, le gouvernement a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un différend financier. C'était une attaque contre la souveraineté elle-même. Pendant ce temps, les protestations enflaient. Les mineurs ont quitté les champs aurifères en marchant leurs outils levés comme des symboles de résistance. Les étudiants ont organisé des sit-ins dans les universités pour exiger que le Burkina Faso se libère totalement de la dépendance au Fonds monétaire international. Même les soldats murmuraient dans les casernes s'ils peuvent saisir l'or, qu'est-ce qu'ils saisiront ensuite. Les médias occidentaux ont présenté les choses autrement. Comme prévu, CNN a critiqué Traoré et des commentateurs européens ont parlé d'instabilité africaine. Mais à l'intérieur de l'Afrique, le récit changeait. Le peuple ne voyait pas de l'imprudence, il voyait de la défiance
Et dans cette défiance, Ibrahim Traoré aperçut une ouverture. La saisie avait été conçue pour humilier le Burkina Faso. Au lieu de cela, elle était en train d'unir tout un continent autour d'une vérité unique. La richesse de l'Afrique ne pouvait plus être confiée à des mains étrangères. La crise avait atteint son point de rupture. Pendant plusieurs jours, les journaux du Burkina Faso ont affiché un seul et même titre, Or saisie, nation trahie. Les animateurs de radio répétaient les mots de Trump. L'Afrique doit payer son dû, jusqu'à ce qu'il résonne comme un défi gravé dans la pierre. L'Occident pensait avoir fait plier l'Afrique. Mais Ibrahim Traoré avait d'autres plans. Il a convoqué une session d'urgence avec les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Le Mali a répondu immédiatement en envoyant des émissaires à Ouagadougou. Leur message était simple. Votre or est aussi notre combat. Autour de la table, la frustration brûlait. Chaque pays avait son histoire de cargaison retardée, de réserves gelées ou de contrats réécrits d'un simple coup de plume étrangère. La saisie n'était pas un acte isolé. Elle faisait partie d'un système. Traoré a exposé la réalité. Ils retiennent notre or parce qu'ils savent que c'est notre force. Ils l'appellent une garantie. Moi j'appelle cela une rançon. Et si nous acceptons cela, la rançon ne s'arrêtera jamais. La salle est tombée dans le silence. Puis un ministre du Mali a pris la parole. Et si nous arrêtions d'envoyer l'or par leur port, et si nous le gardions ici en Afrique, les têtes se sont tournées. Pour la première fois, une pensée radicale devenait une véritable possibilité. Construire une réserve africaine hors de portée du Fonds monétaire international ou des trésors européens. Dehors, l'élan grandissait. Les manifestants n'exigeaient pas seulement la restitution de l'or. Ils réclamaient un changement. Des groupes de jeunes ont peint des fresques montrant les ressources de l'Afrique enchaînées aux banques occidentales. Les paysans se sont engagés à contribuer à un fonds populaire qui soutiendrait toute avancée vers l'indépendance financière. Les gouvernements occidentaux ont rejeté ces discours comme des illusions. Un responsable européen a raillé « Ils n'ont ni les infrastructures, ni l'unité ». Mais ce qu'ils avaient sous-estimé, c'était la seule ressource que l'Afrique possédait en abondance, la détermination. Et au cœur de cette détermination se trouvait Ibrahim Traoré, prêt à transformer un scandale en première étape vers la libération. La proposition était audacieuse, presque impensable. Une réserve d'or africaine créée et protégée sur le sol africain hors de portée de Paris, de Bruxelles ou de Washington. Pendant des décennies, une telle idée avait été écartée comme un simple rêve. Désormais, après l'humiliation subie dans le port européen, cela sonnait moins comme une utopie et davantage comme une question de survie. Dans la salle de réunion, le débat a éclaté. Certains ministres ont mis en garde contre une catastrophe. « Si nous rompons avec le Fonds monétaire international les sanctions, nous écraserons », a soutenu un délégué. Un autre a averti « Sans les assurances occidentales, nos exportations seront bloquées. Nos économies pourraient être étouffées. » La peur planait dans chaque recoin de la salle. Mais Traoré a tranché dans le tumulte. « Ils nous étouffent déjà. Le Fonds monétaire international nous a-t-il sauvés lorsque nos réserves ont été gelées? Les sanctions ont-elles nourri notre peuple? Non. Ils volent d'une main et offrent des prêts de l'autre. Assez. » Sa voix a imposé le silence dans l'Assemblée. Le soutien est venu rapidement. Le représentant du Niger s'est levé. « Notre uranium ne leur appartient que parce que nous les laissons l'exporter. Pourquoi ne devrions-nous pas le protéger nous-mêmes ?» a ajouté le ministre malien. Depuis des années, nous regardons notre or quitter notre sol uniquement pour alimenter leurs banques. Si c'est le moment d'arrêter, alors que ce soit maintenant. Au-delà des murs, le message s'est propagé. Les médias de tout le continent africain ont commencé à parler ouvertement de la réserve d'or. Des analystes ont expliqué comment la mise en commun des ressources pouvait protéger le Sahel contre les manipulations monétaires. Dans les rues, la population scandait « Gardons l'or, construisons le coffre ». L'idée avait pris racine en Europe. Des journaux financiers alarmés mettaient en garde contre un populisme dangereux. Derrière des portes closes, des notes internes décrivèrent le projet comme une menace pour la stabilité des marchés internationaux. Pourtant, plus ils le condamnaient, plus il gagnait en légitimité en Afrique. Pour la première fois depuis des générations, les dirigeants africains ne réagissaient plus face à l'Occident. Ils planifiaient pour eux-mêmes. Et Traoré savait que même l'ombre d'une unité pouvait changer l'équilibre des forces pour toujours. La décision ne pouvait plus rester au stade de discussion. Traoré ordonna à ses conseillers économiques et à ses chefs militaires de préparer les premières mesures concrètes. Le plan était simple dans son principe mais révolutionnaire dans sa mise en œuvre. Cesser d'envoyer l'or par les ports européens et commencer à construire l'infrastructure nécessaire pour le garder en Afrique. Des réunions se sont tenues dans des lieux secrets. Des ingénieurs ont présenté comment des coffres pouvaient être construits dans des zones sécurisées renforcées par une protection militaire. Des économistes ont établi la manière dont les réserves du Burkina Faso, du Mali et du Niger pouvaient être regroupées dans un fonds commun, une base pour un bouclier financier africain. Mais Traoré savait que ce n'était pas seulement une affaire de mur en béton ou de registre.
C'était une affaire de confiance. Lors d'un rassemblement des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, il a parlé directement. Si nous construisons ce coffre, il n'appartiendra pas au Burkina Faso, ni au Mali, ni au Niger. Il appartiendra à l'Afrique. Nos enfants doivent savoir que leur richesse est conservée là où aucune main étrangère ne peut l'atteindre. Les mots avaient eux du poids. Pendant des décennies, la méfiance entre voisins avait rendu la coopération fragile. Pourtant, l'image de l'or saisi à l'étranger avait laissé une cicatrice suffisamment profonde pour les unir. Sur le terrain, les préparatifs ont commencé. Des unités spéciales ont été affectées à la protection des convois d'or à l'intérieur des frontières nationales. Les contrats avec les raffineries occidentales ont été discrètement réexaminés et dans certains cas annulés. Des négociations se sont ouvertes avec des partenaires des BRICS afin de fournir directement au Sahel la technologie de raffinage. Pour la première fois, l'Afrique se positionnait non pas comme un simple fournisseur de matières premières, mais comme un gardien de valeur. Les services de renseignement occidentaux ont détecté des signaux de ce changement. Des rapports ont averti que si la réserve d'or africaine devenait réalité, elle pourrait réduire considérablement l'influence du Fonds monétaire international sur le continent. Les responsables ont débattu de l'opportunité de renforcer les sanctions ou de tenter une diplomatie discrète. Aucune option ne paraissait prometteuse. À Ouagadougou, Traoré s'est adressé à une petite foule de mineurs et leur a dit clairement « Vous ne creusez pas pour Paris. Vous ne creusez pas pour Washington. À partir de maintenant, votre travail construira la force de l'Afrique. » Les applaudissements ont été tonitruants. La réserve n'était encore qu'une idée couchée sur le papier, mais dans le cœur du peuple, elle était déjà réelle. L'Occident, lui, n'a pas attendu en silence. Quelques jours seulement, après l'annonce de l'Alliance des États du Sahel, les institutions financières européennes ont commencé à riposter. Les banques de Paris et de Bruxelles ont gelé les transactions liées au Burkina Faso et à ses alliés. Les compagnies d'assurance ont soudainement refusé de couvrir les cargaisons, laissant l'Afrique de l'Ouest paralysée. Même les envois d'aide humanitaire ont été retardés pour examen. Le message était clair, la résistance aurait un prix. Trump n'a jamais cherché à adoucir ses propos, il a redoublé de fermeté. Lors d'une conférence de presse, il a déclaré que ces jeunes dirigeants pensent pouvoir défier les règles. Mais si l'Afrique veut s'asseoir à la table du commerce mondial, elle doit d'abord apprendre à suivre la loi. Pour lui, la loi signifiait les contrats du Fonds monétaire international et la domination du dollar. Tout le reste n'était que chaos. Les médias occidentaux ont amplifié ce récit. Les journaux ont qualifié la réserve d'or africaine de pari imprudent. Les émissions de débat ont présenté Traoré comme trop jeune, trop dangereux. Des analystes ont mis en garde contre la famine, l'instabilité, voire l'effondrement des États. C'était une guerre psychologique destinée à effrayer le peuple pour le ramener à l'obéissance. Mais, à Ouagadougou, il s'est produit l'inverse. Plus l'Occident menaçait, plus le peuple se rassemblait. Des manifestations ont rempli les rues au cri de « Notre or, notre Afrique ». Les paysans ont proposé de donner une partie de leur récolte pour soutenir la réserve. Les étudiants ont publié des messages viraux en ligne. S'ils le craignent autant, alors c'est sûrement notre seul espoir. Traoré comprenait les enjeux, il a réuni ses généraux et ses conseillers. Ils vont nous affamer, nous salir et nous isoler. Mais ils ne pourront pas nous briser sauf si nous les laissons faire. Ce n'est plus une question d'or, c'est une question de liberté. La réaction en Occident a été l'incrédulité. Ils s'attendaient à la peur, à la place, ils avaient réveillé quelque chose de bien plus dangereux, la conviction. Les contre-mesures ont rapidement pris de l'ampleur. Les régulateurs européens ont annoncé de nouvelles restrictions commerciales rendant presque impossible pour les États du Sahel de vendre de l'or ou d'autres minerais sur les marchés occidentaux. Des cargos en route vers l'Asie ont été arrêtés pour inspection. Les banques internationales ont durci leurs règles coupant les lignes de crédit aux entreprises liées au Burkina Faso. C'était une guerre économique déguisée en conformité financière. Mais si l'Occident pensait que cela briserait Traoré, il avait sous-estimé le tournant géopolitique qui se jouait à Moscou, à Pékin et à New Delhi. La nouvelle y fut suivie avec un vif intérêt. En l'espace de quelques semaines, des émissaires des BRICS arrivèrent à Ouagadougou avec des offres discrètes d'achats directs d'or technologie pour raffiner et sécuriser les réserves localement et surtout des marchés qui ne se pliaient pas à la pression de Washington. C'était la confirmation. Ils voulaient nous isoler, dit-il, à son cabinet, mais ils n'ont fait qu'ouvrir de nouvelles portes. Des accords de principe furent signés, créant des routes commerciales alternatives qui contournaient entièrement l'Europe. C'était une bouée de sauvetage, pas encore une victoire, mais le signe que le Burkina Faso ne resterait pas seul. Pendant ce temps, les rues continuaient de déborder d'énergie. Des groupes de jeunes peignaient des fresques montrant des lingots d'or brisant leurs chaînes. Les paysans organisaient des coopératives pour soutenir le plan du gouvernement. Même l'armée, autrefois prudente, publia un communiqué « Nous sommes aux côtés du peuple et de son leader choisi ». Les médias occidentaux réagirent avec panique.
Un éditorial paru dans un journal londonien avertissait « Si l'Afrique s'aligne avec les BRICS sur l'or, c'est le dollar lui-même qui sera déstabilisé ». Trump, dans un discours télévisé, accusa Traoré de vendre l'Afrique à l'Est. Mais ces mots sonnaient creux. Pour beaucoup d'Africains, ils révélaient la vérité, la peur de l'Occident n'était pas la corruption ou l'instabilité, c'était la perte du contrôle. Et à mesure que cette prise de conscience se répandait, ce qui avait commencé comme une crise régionale devenait un véritable réveil continental. À la fin du mois, le blocus économique avait échoué à briser le Burkina Faso. La réserve d'or africaine n'en était encore qu'à ses débuts, mais l'idée avait pris racine si profondément qu'aucune sanction ne pouvait l'effacer. Pour l'Occident, la frustration se transforma en quelque chose de plus sombre. Des rapports de renseignements fuités jusqu'à Ouagadougou révélaient des flux financiers inhabituels. De grosses sommes transférées à des figures de l'opposition et à des réseaux obscurs. Les conseillers de Traoré soupçonnaient ce que beaucoup murmuraient, déjà les puissances étrangères préparaient un plan B. Si l'or et les sanctions ne pouvaient pas l'arrêter, alors peut-être la division et la trahison le feraient. De petites manifestations apparurent dans la capitale brandissant des banderoles étrangement bien financées. Des tracts anonymes accusaient Traoré de vendre l'Afrique à la Russie et à la Chine, reprenant mot pour mot le langage utilisé par Trump quelques jours plus tôt. Certains officiers de l'armée reçurent d'étranges offres d'argent et d'asile s'ils acceptaient de corriger la trajectoire du Burkina Faso. Mais Traoré n'était pas aveugle. Son réseau de renseignements civils et de journalistes indépendants suivait chaque mouvement de près. Dans une allocution télévisée, il avertit la nation « Ils ont essayé de nous affamer, ils ont essayé de nous réduire au silence. Maintenant, ils tentent de nous dresser les uns contre les autres, mais nous ne serons pas divisés. » L'effet fut immédiat. Des citoyens organisèrent des comités de quartier déterminés à démasquer les provocateurs. Les étudiants patrouillaient dans leur campus, révélant de fausses organisations mises en place pour diffuser la propagande. Le haut commandement militaire, loin de vaciller, publia une déclaration commune exceptionnelle « Notre loyauté va à la République, pas à des mains étrangères ». En Europe, les responsables débattaient des prochaines étapes. Certains appelaient à la retenue de peur que leurs manœuvres soient exposées. D'autres exigeaient l'escalade. Trump, comme toujours, resta brutal. « Si vous voulez tuer une idée, il faut le faire avant qu'elle ne grandisse. Sinon, cela vous enterrera. » Mais à ce moment-là, il était trop tard. L'idée avait déjà grandi. L'or n'était plus seulement du métal, c'était un drapeau, un symbole, et les symboles ne se saisissent pas si facilement. Alors que la pression semblait insupportable, une percée inattendue vint bousculer le récit. Des documents firent surface cette fois, non pas depuis l'Afrique, mais depuis l'Europe elle-même. Un lanceur d'alerte divulgua des notes internes d'une grande banque européenne révélant ce que beaucoup soupçonnaient, la saisie de l'or au port n'avait pas été un acte neutre de régulation. Elle avait été ordonnée directement sous la pression de Washington avec des instructions explicites de classer l'or africain comme garantie pour des dettes envers le Fonds monétaire international. Les notes allaient un plus loin. Elle décrivait des discussions sur des plans de contingence incluant un financement clandestin de groupes d'opposition au Burkina Faso et dans les États voisins, tous conçus pour faire échouer le projet de réserve d'or africaine. Le ton était franc, presque brutal. Une ligne disait « Sans le contrôle de leur or, l'influence du Fonds monétaire international s'effondrera. Cela ne peut être permis. » Lorsque les documents atteignirent les médias africains, l'effet fut explosif. L'Occident ne pouvait plus nier son rôle, ce qui avait été présenté comme une responsabilité fut révélé comme une contrainte. Traoré s'adressa à son peuple avec une colère mesurée. Ils ont dit que c'était la loi. Mais la loi n'est pas écrite dans des notes secrètes. La loi n'est pas le vol de la richesse d'une autre nation. Ils ont confirmé ce que nous savions déjà. Ce n'est pas une question de dette, c'est une question de domination. La révélation renversa le scénario. Ce qui avait été l'Afrique, sur la défensive, devint l'Occident en train de se justifier. Et dans ce renversement, la position de Traoré passa de la résistance au triomphe. La fuite se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux africains publièrent en première page le titre « Notre or, leur dette ». Sur les stations de radio de Dar à Kinshasa, les auditeurs criaient avec indignation « Ils volent et appellent à cela la justice ». Pour des millions de personnes, les notes n'étaient pas seulement des preuves. Elles étaient la confirmation de tout ce qu'ils avaient toujours cru. À Ouagadougou, des dizaines de milliers de personnes remplirent la place de l'indépendance. Les mineurs brandissaient leurs outils comme des symboles de défi. Les paysans portèrent des paniers de grains déclarant qu'ils soutiendraient la nation même si les importations étaient coupées. Les étudiants agitèrent des banderoles « Notre or et notre liberté ». L'atmosphère n'était plus la colère, c'était la fierté. À travers le Sahel, les dirigeants qui avaient hésité se rapprochaient maintenant. Le président du Mali déclara « S'ils en saisissent un parmi nous, ils nous saisissent à tous ».
La délégation du Niger engagea ses réserves d'uranium pour renforcer la réserve d'or africaine. La Guinée parla de canaliser les revenus de la bauxite dans le même système. La réserve, autrefois une idée née d'une crise, était désormais un projet continental. Les gouvernements occidentaux se bousculaient. Trump s'emporta affirmant que de fausses fuites sapaient l'ordre. Les responsables européens tentèrent de nier, mais les signatures sur les notes étaient indéniables. Ce qui devait affaiblir Traoré ne fit que le renforcer. Dans un discours enflammé, il résuma la situation. Ils voulaient nous enterrer sous la honte. Au lieu de cela, ils ont planté une graine, et cette graine, c'est l'unité. Le coup invisible avait échoué. Leur saisie s'était retournée contre eux. Et Ibrahim Traoré s'était élevé en symbole de défi pour tout un continent. Le Burkina Faso ne récupéra pas leur saisie, mais en le perdant, l'Afrique découvrit quelque chose de plus grand. Ce qui avait été pris par la force devint l'étincelle de l'unité. Ce qui devait être une humiliation devint le fondement d'un avenir nouveau. La réserve d'or africaine n'était plus seulement une proposition sur le papier. Elle devint un projet vivant, construit grâce au sacrifice des mineurs, au courage des paysans, à la détermination des étudiants et à la vision de dirigeants qui pour la première fois refusèrent de s'incliner. Le plus ancien trésor de l'Afrique était désormais gardé par des Africains pour des Africains. Ibrahim Traoré se tint devant une mer de drapeaux lors du sommet de l'Alliance des États du Sahel et prononça des mots qui resteraient de gravés pour des générations. Ils pensèrent que notre or était une garantie, mais ce n'est pas une garantie, c'est la liberté. Et la liberté ne mendie pas, elle construit. À travers le continent, les peuples le ressentirent. Les vents du changement, l'éveil de la dignité, la renaissance de la souveraineté. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, partagez cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre le chemin d'une Afrique qui ne baisse plus jamais la tête. Que Dieu bénisse l'Afrique